live. Est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez répondre juste sur le chat. Voilà, je pense qu'on va recevoir. Oui, super, c'est parfait. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet à droite. Il y a un onglet questions. Julien David, qui aujourd'hui est notre intervenant sur les questions du financement et de tout ce qui est impact de la crise sur l'écosystème, qui va un peu nous dire ce qui se passe chez Iris et ses sentiments. Et on a aussi un petit onglet sondage. Je vais poster des sondages dans une minute pour savoir un petit peu qui vous êtes, où est-ce que vous en êtes dans le développement de vos projets, ce qui nous permettra d'adapter les questions et les sujets évoqués. Hello, JD, déjà. Ça va bien. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Merci beaucoup d'organiser ces webinaires. On trouve ça assez bien chez Iris, parce qu'en ce moment, d'abord, il y a une situation assez inédite pour beaucoup d'entrepreneurs dont c'est le premier cycle. Nous, chez Iris, c'est notre 4e ou 5e, donc moi perso 3e, donc on voit un peu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions du côté des entrepreneurs, que ce soit dans notre portefeuille ou en dehors, sur ce qu'il faut faire, comment on gère cette situation, est-ce qu'elle va durer, et notamment et les postures d'investisseurs, parce que notamment dans la presse, il y a beaucoup de messages, c'est dur à lire. Donc, merci beaucoup d'organiser ce genre de plateforme. Et s'il y a des questions, moi, je réponds à absolument tout. J'essaie de le faire honnêtement. Et si c'est pas clair, je compte sur toi pour recommencer. Je ne prends rien mal. Alors, première chose, peut-être présenter Iris. Ouais, complètement. Iris est un fonds de venture assez historique, puisqu'on est actif depuis 1986. On s'est créé à un moment où des sociétés qui à l'époque étaient le sommet du digital, donc je sais pas moi, SFR, Canal, se créaient et l'État à l'époque voulait insérer du capital dedans. Donc nous on a créé une entité qui à l'époque était au sein de la Caisse des dépôts pour mettre du capital, parce que la dette dans des sociétés qui n'existaient pas, c'était pas bien vu en 86. Et donc c'est comme ça qu'on s'est mis à faire du venture donc on a vécu 86, 90, on a vécu ces moments-là, on a vécu 2000, 2001, qui a été pour Iris l'occasion de spin-offer complètement de l'État, de devenir un fonds indépendant, dont le premier sponsor était la Caisse des dépôts et consignations et qui est devenu BPI, d'un point de vue financement. Et donc aujourd'hui, on est un fonds de venture dédié à un seul sujet qui est l'économie numérique, le digital, la e-transformation, choisissez le nom, qui se concentre sur un asset qui est notre expertise, puisque au sein de l'équipe, il n'y a pas moins de 10 ans par membre de l'équipe d'expérience dans le digital, soit en tant qu'investisseur venture dans la tech, soit en tant qu'entrepreneur, business developer de grands groupes ou dirigeants. Et du coup, ça nous permet d'investir de l'amorçage jusqu'au late stage growth. Donc on a une équipe dédiée à l'early stage, dont je suis un des membres. On a une équipe dédiée au late stage growth. On le fait, donc nous on a des bureaux à Paris, à Berlin, à Munich, à Tel Aviv, à San Francisco. On investit 80% de nos montants en Europe, dans des sociétés aussi bien early stage que late stage growth, 20% hors d'Europe, États-Unis, Israël. Ça nous permet de rester au contact d'écosystèmes digital à tout moment. Donc des exemples de sociétés qu'on a financées, un Talent qui a fait une IPO, Shift Technology qui est devenue une très grosse société, en Allemagne Linayex ou Staffbase, ou des sociétés comme JDocs récemment, Searchmetrics ou Rebuy dans le refurbishing de digital goods. Donc voilà, on a un scope très 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 vaste d'investissement. Donc ça c'était pour expliquer ce qu'on fait. Moi je suis managing partner chez Iris, je suis dédié à l'early stage où j'ai fait des sociétés comme Shift Technology, Armis, Linayex, Staffbase. Et avant ça, j'ai commencé en 2000, bonne année pour commencer, parce que j'ai fait 2001. À l'époque, j'étais chez Canal, puis chez Orange. J'ai pas mal d'activités liées au bizdev des opérateurs et des nouveaux acteurs, Google à l'époque, Apple, les devices. J'ai lancé une startup en cloud en 2012 en Europe, donc post 2008, et j'investis en early stage depuis 2013 chez Iris. Super. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Pour commencer à répondre un peu à ta question, à quoi est occupé notre quotidien en ce moment chez Iris? On a 3 gros sujets pour être transparent. Le premier, il est notre portefeuille, nos sociétés. On est dans un moment un peu unique
en ce sens que c'est un moment de crise, hein, c'est un moment où l'économie réelle, donc on aime beaucoup dans la presse distinguer l'économie réelle et l'économie virtuelle. Donc l'économie virtuelle, c'est nous, hein, c'est l'économie de l'argent, c'est la bourse, les marchés financiers, c'est ce qui a craché en 2001 et en 2008. L'économie réelle, c'est, je pense, beaucoup de participants, c'est les sociétés de notre portefeuille. Ce sont les gens qui ont des sociétés, qui ont des employés, qui créent un produit. Donc aujourd'hui, on assiste à une crise de l'économie réelle. C'est-à-dire que ce virus empêche les gens d'aller au bureau. Du coup, les sociétés, elles arrêtent leur activité pour beaucoup. Donc, elles ne vendent plus. Si elles ne vendent plus, elles ne gagnent plus d'argent. Du coup, elles arrêtent de dépenser aussi. Et donc, la chaîne se retrouve impactée comme ça. Et donc, nos sociétés de portefeuille, qu'elles soient des sociétés très jeunes en amorçage ou des sociétés en late stage growth, en plein développement avec 200 personnes, 10, 50 millions de chiffres d'affaires, sont dans la même situation. Elles voient leurs clients soit maintenir, soit signer, soit arrêter. Donc, elles sont obligées de regarder ce qui est leur cash dans l'immédiat. Et du coup, elles-mêmes, dans la pyramide que je viens de décrire, elles doivent se retourner et regarder leurs employés et se dire qu'est-ce que je fais? Il y a le chômage partiel, est-ce que je prends un crédit? Parce que on est une industrie qui a plein d'adages. Hein. Quand ça va bien, on parle de licorne, de disrupter, etc. Quand ça va mal, tout le monde dit cash is king. Donc moi, j'essaie de vous dire ce que ça veut dire en réalité derrière ces termes-là. Cash is king, ça veut dire qu'on regarde qui va nous payer, qui va pas nous payer. On regarde comment on paye les gens dans les sociétés. Et du coup, nous, notre activité de fond, c'est de discuter de ça avec toutes les sociétés en permanence, au travers de boards, mais en vrai, on discute en temps réel pour adapter les plans, pour réagir tout de suite, et puis pour réfléchir à ce que va être l'activité dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, et être prêt à réagir très vite. Ça, c'est le premier thème de nos activités en ce moment. Le deuxième, c'est que nous avons signé des term sheets avant la crise. Certaines, on les avait signées il y a 9 mois, c'était un deal un peu long, mais dont le closing est prévu la semaine dernière à cette semaine. L'autre, c'est une term sheet que j'ai signée mardi 10, donc dans le genre timing très fort, qui est en seed. Et donc sur ces deals-là, on est en train de les exécuter. On fait 2 choses. Dans mon cas, on exécute le deal, on prépare le pacte, on discute avec la société. Mais quand je discute avec l'équipe, on se dit évidemment comme tout fond, parce qu'on a des LP, des responsabilités, on se dit qu'est-ce qu'on fait là? Donc nous, notre choix a été d'honorer nos deals, sans hésiter. Mais dans mon cas, on revoit le plan de trésor de la société pour bien veiller à ce que le tour d'amorçage qu'on est en train de faire, il tienne un certain temps. Je reviendrai sur cette notion de certain temps parce que nous, on pense qu'il va pas falloir retourner sur le marché tout de suite parce que ça va être compliqué d'aller sur le marché dans les 3 à 6 prochains mois et ça va être très compliqué en 2021. Et sur l'autre deal, on était sur un marché qui est quand même très impacté par la crise avec des upsides et des downsides, pas en France mais dans un autre pays. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé le marché. On s'est dit que pouvait y avoir un vrai upside, mais pouvait y avoir un vrai downside. Donc là, on a discuté avec les entrepreneurs pour dire qu'on était toujours là, mais qu'on allait quand même restructurer notre financement pour vérifier si on a de l'upside ou du downside. Et du coup, pour garder de la réserve, si c'est en downside, pour aider la société à tenir, si c'est en upside, pour exécuter complètement le deal. Voilà comment un fonds, en tous les cas comme nous, réagit. On se retire pas, on n'annule pas, on plante pas. En revanche, on a des responsabilités financières vis-à-vis de nos LP et vis-à-vis des sociétés, et ce qui a changé, c'est le marché. Ouais. Et la troisième chose qu'on fait, c'est que on continue nos activités quotidiennes. Dans mon cas, je reçois énormément de dossiers de société. J'en ai reçu énormément début mars parce qu'on était en pleine période de deal flow. Donc, on continue à échanger avec les sociétés de façon transparente. Ce qu'on dit aux sociétés aujourd'hui, c'est que on a le temps d'échanger sous forme de Zoom. On pense que ce confinement aura une fin. Du coup, on attend la fin de ce confinement pour avancer sur nos deals. Et du coup, on commence un premier échange. On essaie de regarder un peu les sociétés. En revanche, on est très transparent sur le fait qu'on ne va pas émettre de term sheet sur des Zooms. C'est notre choix. On pense que d'abord, il y a un peu de temps. Ensuite, il faut se rencontrer quand même à minima pour voir si la société existe, les équipes. Et simplement, on pense qu'il y aura un déconfinement, avril, mai, juin. Il va falloir reprendre le travail. Il sera différent de ce qu'on a connu par le passé. Donc, on pense qu'on a un peu de temps et que ça serait délicat de faire des term sheets comme ça. Donc, on avance, mais on se fixe une certaine fenêtre. Je reviendrai sur la question de Stéphane. Emmanuel, par exemple, dans notre équipe, gère la communication. Elle est énormément dans la communication positive sur nos sociétés ou de crise. Voilà un peu ce qu'est notre quotidien en ce moment.
Hyper précis, c'est bien précis. Juste sur l'aspect, justement, on continue les relations pour rebondir sur ton dernier point. Ça veut dire que vous nourrissez des contacts avec des entrepreneurs qui vous sollicitent et vous dites, bon, bah, on se verra post-confinement ou pas, parce qu'il y a certains secteurs dans lesquels vous êtes moins à l'aise que d'autres. Mais en tout cas, vous restez ouvert, quoi. C'est une posture qui est importante pour vous, quoi. Oui, alors c'est une très bonne question. Il y a deux questions dans ta question. Première, enfin, je vais prendre la deuxième partie qui est les secteurs, puisque tu as mentionné les secteurs. C'est une question que j'ai beaucoup. Est-ce que vous vous dites qu'il y a des secteurs où il faut y aller? Genre, je fais de la télémédecine, vous me recevez tout de suite. En revanche, je fais du voyage, vous vous raccrochez en disant je suis dans un tunnel. En fait, on continue à regarder le marché. Hein. Le marché du voyage s'arrête, mais il va reprendre, il va être transformé, il va être différent. La télémédecine, bah oui, c'est un très beau marché. En ce moment, on se dit, ah, bah, c'est un truc smart à faire. Mais en vrai, la structure légale de la télémédecine n'a pas changé. Elle est évolutive depuis 2012. Elle va s'accélérer dans les mois et années à venir, mais elle ne va pas se passer tout de suite. Donc, nous ne privilégions ni ne déclinons aucun secteur. Mhm. On continue à être agnostique. En revanche, pour revenir du coup au cœur de ta question, première chose, bah, les sociétés nous contactent en disant voilà, il y a deux, trois semaines, elles nous contactaient en disant je lève. En ce moment, pour certaines, elles nous contactent toujours en disant je lève, courageux. Pour d'autres, elles nous disent voilà, j'avais prévu de lever, un peu la question de Stéphane, j'avais prévu de lever en ce moment. Est-ce qu'il est pertinent d'échanger ou pas? Moi, ce que je disais en temps de paix comme en temps de maintenant, je ne sais pas trop si c'est une guerre contre le Covid ou je ne sais pas ce que c'est, ou de crise. Se rencontrer, surtout quand on sait qu'il n'y aura pas trop de liquidité, est une bonne chose. On marque un point dans le temps où on donne qui vous êtes, ce que vous faites. Nous, en plus, on a de la bande passante pour se dire, bah, tiens, je prends connaissance de marché, c'est intéressant. On note où vous êtes aujourd'hui parce que nous, notre métier, c'est d'avoir de l'info. Et donc, plus on a de points de départ, plus on peut tracer une droite. Et en ce moment, croyez-moi, en tant que fonds, je me trompe peut-être et je sais qu'il y aura des kamikazes ou des gens qui vont dire nous, le business est ouvert et on signe comme ça, tire l'arigot. En vrai, on est un métier d'information parce que les gens qui nous confient de l'argent, ils attendent qu'on fasse notre métier de façon documentée. Donc en ce moment, on vous demandera plus de données sur le runway, l'évolution d'un mois à l'autre, la sortie de confinement. Donc nous rencontrer maintenant est une bonne chose parce qu'on va vous consacrer peut-être pas une heure, mais une demi-heure pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, comprendre où vous en êtes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et là, en revanche, je pense qu'on est tous très alignés dans mon métier, indépendamment des origines et de l'expérience. On fait ce métier parce qu'on veut accompagner les entrepreneurs. Aussi parce qu'on veut faire des sous un jour, mais nous, on a un métier dérivé du métier des entrepreneurs. Et donc, si on veut aider des entrepreneurs, c'est un bon moment pour le faire. On a vu des crises, on a des réflexes, on a une intelligence collective. On sait que pour beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lever maintenant, ils sont seuls, ils ont besoin d'accompagnement. Donc ce call, il sert aussi à répondre aux questions. Moi, je réponds aux questions, que ce soit en individuel, dans les plateformes de mentoring, de Sista et d'autres. On sait que vous avez beaucoup de questions, on sait que vous n'avez pas forcément de board. Nous, on a des réponses, elles sont gratuites. Donc, Ouais. C'est une super démarche. Du coup, on reviendra sur la thèse d'investissement plus tard, mais tu le disais tout à l'heure, vous avez quand même une expérience assez longue chez Iris. Vous avez vécu d'autres crises. Tu parlais de Talend. Bertrand Diard, le fondateur, disait Prepare for the worst, but hope for the best, qui est une bonne quote, parce qu'il a lui aussi vécu les crises précédentes. Qu'est-ce que tu ressens, toi, de ton expérience et de celle d'Iris sur les crises précédentes, on va dire les 24 mois post-crise, puisqu'on est encore dedans, et la reprise, comment on peut l'anticiper quand on est entrepreneur et quel est le rôle de l'investisseur dans cette période-là? C'était au cœur de notre réflexion, là. Historiquement, les crises, on sait qu'on a une crise quand on l'a, mais on ne sait pas ce que c'est. Que ce soit une crise perso, on sait que tout d'un coup, il se passe un changement dans la vie, un truc qui arrive, mais on ne sait pas encore comment le définir. Et puis là, dans cette situation du Covid, il y a trois effets qui se coulent en vrai. Premier effet qui se coule, on se retrouve tous confinés. Ouais. Ça va durer, moi je pense, encore un petit moment. Il y a un concours d'avis. Moi, je suis pas dans l'avis d'expert. Je pense juste que logiquement, c'est très dur. La difficulté est non tant de confiner, mais de déconfiner. Comment tu déconfines, comment tu ne surcharges pas les hôpitaux. Donc, je pense que notre retour à l'activité professionnelle va être lent, il va être phasé. Et donc, la première chose, c'est qu'il va prendre du temps. Et surtout, il va avoir des moments où ça va marcher, des moments où on va avoir des hausses de cas, donc ça va paniquer. Ça va être très long. Ouais.
Donc, tu vas avoir des débuts de commande, mais pas vraiment, des débuts de reprise d'emploi, mais pas vraiment. Donc ça va être le premier effet de la crise, c'est que là, tout le monde est en apnée, mais avec du chômage partiel, des prêts. C'est quand on va dire, bah, vous pouvez sortir, mais pas vraiment, mais un peu, tant psychologiquement pour les individus confinés que pour les sociétés, tu vas avoir un premier temps de la crise qui est comment ça marche ça. Et en vrai, ça va pas marcher très bien. Ouais. On parlait de ça, il y a un deuxième temps qui est le temps de l'actualité de l'économie virtuelle. On va bientôt avoir les résultats de Q1, à part pour quelques gens. Moi, j'imagine que les opérateurs comme Orange, en ce moment, tout le monde est connecté à Internet et ne va pas en boutique se plaindre. Donc, en vrai, je pense que ça marche bien pour les opérateurs. Je pense que ça marche bien pour les fournisseurs de contenu. À l'inverse, pour les consumer goods, moi, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas commandé en ligne à part de la bouffe depuis un petit moment. Ouais. La pub, je fais pas trop de pub en ce moment en tant que société, je vais pas faire du AdWords. Donc, on va découvrir une économie virtuelle qui souffre énormément, qui va avoir des résultats Q1 tendus, sans parler des résultats Q2. Donc Q1, il va y avoir la Chine janvier-février, il va y avoir nous en mars. En avril-mai, alors là, il va y avoir un mélange. Donc l'économie virtuelle va faire peur aux gens et donc il va y avoir des effets sur la liquidité et le crédit. Et après, il va y avoir une troisième phase, qui est la phase totalement inconnue, dite de reprise. Si tout ça s'instaure dans le temps et que ça repart, on peut repartir. S'il y a des épisodes de rechute, de doute, là, on va se mettre à tirer. Il va falloir d'autres plans économiques des États. Pardon. Donc ça va être compliqué. Ouais. Tout ça pour dire, on voit qu'une crise, ça n'est pas un instant T et puis après on récupère. En fait, une crise, c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. Et donc là, nous, notre hypothèse, c'est que c'est quelque chose qui va être long et dont nous ignorons les impacts sur l'économie réelle, sur l'économie virtuelle. Il va falloir tenir. Donc, si on applique ça à nos sociétés tant dans nos boards qu'au travers des participants à ce call, la première règle, quand on dit prepare for the worst, ça veut dire qu'il va falloir avoir de l'argent longtemps. Donc, les deux conseils qu'on donne à nos sociétés, le premier, c'est de prendre tout le pognon que vous pouvez prendre. Vous regardez votre cash, vous regardez les prêts que l'État a mis en place. Nous, on trouve le travail de l'État et de la BPI exceptionnel. Il nous arrive de nous plaindre, comme tout le monde, mais en vrai, aujourd'hui, comme en 2008 et en 2011-2012, je pense que ces acteurs font un travail de soutien de l'économie réelle. On ne peut pas faire mieux aujourd'hui que de mettre des prêts garantis qui fonctionnent. Je vois nos sociétés du portefeuille avoir des prêts. Le chômage partiel fonctionne. Il permet aux sociétés de se soulager d'un burn conséquent. Donc, si pour certains d'entre vous, vous avez levé, que vous voulez opérer d'autres types de dettes, de venture debt, etc., elle a des conditions. On peut être fan ou pas fan. Pas fan parce que ça coûte cher. Mais en tout cas, il va falloir assembler tout l'argent que vous pouvez pour tenir. La deuxième chose, c'est que vous avez un carnet de commandes. Vous l'avez, je pense, pour beaucoup déjà vu. Il s'est ralenti, il s'est gelé. Certains ont signé qui ont été super, d'autres non. On a de la chance au sein du portefeuille d'Iris. On a vu beaucoup de contrats, notamment énormes, se concrétiser. En revanche, on a vu beaucoup de contrats existants, de clients qui disent le volume va être plus faible, je paierai plus tard. Donc, on a une situation ombragée qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, mais qui impacte le cash dans l'immédiat, comme tout le monde. Ouais. Et du coup, la troisième chose, c'est il faut tenir. Et ce que tenir veut dire, et ça, c'est la partie la plus désagréable, c'est qu'il faut optimiser le burn des sociétés. Optimiser le burn des sociétés sur le court terme, le chômage partiel le permet. Sur le long terme, il ne le permet pas parce que pendant que tu es en chômage partiel, tu ne peux pas restructurer tes effectifs. Ce qui va se passer, et nous, notre conseil à nos sociétés, c'est de toute façon, les mesures actuelles permettent de tenir très bien. Sur le moyen terme, on va sortir du confinement. Il va falloir aller voir vos clients pour leur dire, écoutez, les temps ont été durs, nous sommes des startups, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer que nous, on travaille et que vous avez du cash. Vous aurez des clients qui seront constructifs, qui diront, voilà comment je vais faire. Vous aurez des clients dont vous découvrirez que leurs messages ne sont pas très rassurants. Une fois que vous aurez une photo de l'écosystème, il va falloir faire des choix sur la configuration optimale de société pour être à la fois résilient, servir ses clients et être prêt à enclencher dès que ça redémarre, et en même temps tenir à empreinte minimale. C'est un exercice très difficile, il n'y a pas de bonne réponse, il faut être capable de continuer à se développer un peu, et en même temps, il faut minimiser tout ce qu'on peut minimiser,
les consultants externes, les indépendants, le marketing, enfin, Ouais. ces sujets-là. Et donc voilà en fait ce que signifie cash is king d'un point de vue pratique et voilà les mesures qu'il faut appliquer, enfin que nous on essaie d'appliquer avec nos sociétés pour faire durer. On n'est pas à la minute. Ouais. On est dans un travail où toutes les semaines on rediscute, on voit ce qu'on a pu aménager, les équipes ont fait des plans d'anticipation. Ouais. Mais voilà, le dernier point, hein, et j'aurais terminé avec tout ça, je pense. Bon, je vous ai décrit ce que nous on imagine être un scénario économique, sachant qu'on n'est pas des économiciens, ou des économistes, peu importe le terme. Euh, Dans la pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir tenir H1 parce qu'on est en vol plané. H2, il va falloir rebrûler, mais pas trop, mais un peu. Il va falloir être adaptable. Nous, on pense qu'il peut y avoir, suivant les scénarios, une reprise en 2021. En revanche, le marché du financement ne sera pas à hauteur où il était en 2020 ou en 2019 ou en 2018, où il était très haut. Ouais. Et du coup, sur ces hauteurs-là, ça veut dire que le marché en 2021 va être dur. Les gens qui vont refinancer ne seront pas aux mêmes conditions. Donc Ouais. nous, on veut que nos sociétés soient capables d'attendre pour montrer qu'elles ont une bonne activité, qu'elles ont donc de bonnes conditions de financement auprès de gens comme nous. D'accord. Voilà. Sur la cash is king et le rôle, là, on reprend la casquette du rôle d'investisseur du VC et d'Iris. On parlera du rôle opérationnel, on a une question là-dessus qui est plus qu'important pendant cette période. Sur le rôle d'investisseur, est-ce que vous, en ayant trié un peu les urgences, parce qu'en tant que fonds généraliste, vous avez des entreprises qui ne sont pas dans le même état, dans le même stade de développement, et l'impact est différent en fonction des secteurs. En triant les entreprises selon leurs besoins d'urgence de cash et les aidant potentiellement à obtenir les solutions alternatives de financement, est-ce que vous vous êtes déjà placé en tant que potentiel réinvestissement, bridge ou autre solution, ou est-ce que ce n'est pas encore nécessaire à très court terme? Alors, question très honnête, hein, et on ne peut pas être plus dans l'actualité. Comme tous les fonds, je pense, enfin, je ne vais pas parler pour les autres, mais tous les mois, on se réunit sur notre portefeuille, on débriefe ce qui s'est passé, on essaie d'anticiper nos besoins, et on échange en équipe pour savoir, parce qu'on a tous la même trésorerie qu'est le fonds, ce qu'il va falloir investir. On connaissait au 1er mars les sociétés qui n'étaient pas en forme sur des marchés difficiles et dans lesquels on avait déjà réinvesti. On connaissait les sociétés qui marchaient super bien, mais qui allaient se financer, qui avaient besoin de temps, qui avaient des bridges en vue, hein, c'est le cas. On connaissait les sociétés qui étaient entre les deux et qui allaient demander des bridges. Donc on savait tout ça au 1er mars, comme on le sait au début de chaque mois. Ce qui s'est passé au 15 mars, c'est qu'on a vu le truc péter. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer, qui va venir? Donc, tout de suite, on a fait un appel d'abord de notre trésorerie à nous, puisque notre trésorerie, c'est lié aux appels de fonds qu'on a réalisés auprès de nos fonds. Donc, coup de bol, on en avait fait. Donc, tout va bien. Et du coup, on s'est dit, voilà ce qui va intervenir. Règle de base, ce qui devait tomber dans les 2-3 prochains mois est tombé sur les 3 dernières semaines. Tout le monde est venu en disant, j'ai un problème. Donc, là, je ne vais pas raconter de fairy tale. De contes de fées, les sociétés dans lesquelles on avait déjà remis pas mal de sous, qui recommencent dès le départ de la crise en difficulté, puisqu'elles sont dans des secteurs, le voyage, d'autres secteurs, le e-commerce, qui nous disent dès le début, on a besoin d'un refinancement. Je vais être honnête, il y a des sociétés auxquelles on a dit, écoutez, on a déjà refinancé à temps, on ne peut plus, on n'a plus de réserve, on va devoir choisir. Et vous, votre secteur, il est dévasté pendant 6 mois. Quand il tournait, c'était déjà difficile. On ne va pas refinancer. Il faut comprendre que c'est une décision très dure, elle n'est pas agréable. On le vit toujours nous très mal parce qu'on sait ce que ça signifie derrière. Mais aussi en tant qu'investisseur, on sait qu'en faisant ça, on renonce à notre investissement. Donc, des sociétés dans lesquelles on avait mis 2-3 millions sur un fonds de 60 en 2012 en early stage, ce qui n'est pas négligeable, on sait qu'en faisant ça, on n'avait pas fait un bon investissement et on espère que la société va s'en sortir. Pour certaines, elles ont retrouvé d'autres acteurs qui sont venus en disant moi, je paye, mais pour rien. Donc, nous, on se retrouve automatiquement crunchy. Sur les bridges, donc on a eu 6 demandes de bridge, donc il y en a une ou deux qui n'étaient pas prévues et on savait qu'on ne reviendrait pas là-dessus. Et il y en a 4 autres qui sont en cours de traitement, qui sont accélérés et qui sont notre travail actuel
au quotidien. Et donc là, on est en train d'exécuter des bridges. Moi, cet après-midi, j'ai un call sur la réalisation d'un bridge qui était prévu qu'on va faire avant fin avril. Hier, on en avait un sur une société qui marche super bien, mais qui est impactée dans son volume par la crise. Donc, on a accéléré le bridge. En revanche, on travaille très étroitement avec la société sur l'horizon de cash, ce qu'on peut mettre. On devient un peu radin, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire que nous, notre capacité de financement, elle est toujours là. LP ne nous laisse pas tomber. Et l'argent qu'on avait prévu de mettre dans les sociétés, il est toujours là aussi. Ouais. En revanche, en période haussière, on met tout de suite un montant en disant tu continues ta croissance, tu y vas. Dans un moment comme celui-là, on travaille avec la société à un plan de cash optimal, de sorte qu'elle puisse tenir. Et nous, en tant qu'investisseurs, tant pour aider la société que pour montrer qu'on gère notre trésor, on va peut-être timer notre investissement. C'est-à-dire qu'on va dire là, on te met X. On avait prévu un bridge de X plus Y. Et ben là, on va te mettre X pendant 3 à 6 mois pour passer cette crise et voir où ça nous met. Et après, on met Y. Ça ne veut pas dire qu'on va adapter nos termes entre X et Y. Là, en ce moment, sur tous les bridges qu'on fait, on les fait, ils sont définis au moment où on démarre, donc ils sont honnêtes. En revanche, le cash release se fait de façon plus perfusée, tant pour inciter à l'économie des moyens dans la société que pour que nous, si d'autres cas se déclarent ailleurs, on soit capable de réagir parce qu'on essaie d'aider un maximum de sociétés de notre portefeuille. Donc là, je ne peux pas être plus honnête ou transparent sur les dynamiques de conversation, de bridge et de refinancement qui ont lieu en ce moment. Tous les engagements sont tenus, tous les montants demeurent, les conditions ne sont pas tout d'un coup plus méchantes, c'est différent, donc tchouk. Nous, notre but n'est pas de presser le citron plus violemment, notre but c'est de veiller à ce que ça dure. Ouais, et sur les questions du bridge, on va sortir un article dans une demi-heure sur justement les différentes possibilités de bridge, parce qu'on était étonné de voir qu'il y avait des fonds de VC qui faisaient des bridges aussi en compte courant d'associés rémunérés ou non rémunérés. Est-ce que c'est des pratiques que tu vois? Parce qu'on peut faire des OC, on peut faire des BSAR, on peut faire une augmentation de capital en dur, on peut faire des comptes courants d'associés. Est-ce que vous réservez cette panoplie en fonction de la boîte et de son montant qu'elle recherche et de la période de bridge ou tu as des avis là-dessus sur les spécificités de… Alors, petite musique Fort Boyard, parce que là, c'est la première question polémique que tu poses, et moi, je suis connu pour répondre. Je fais cette politique-là, donc Fort Boyard, tu as une petite tension. De façon transparente, en temps de paix comme en temps de guerre, moi, la première vérité, c'est que je ne vois pas, statistiquement, l'avantage de ne pas faire de l'equity. L'equity met un nom sur les choses. Il dit, la boîte vaut tant, moi j'ai tant, et il règle. Donc, je reviendrai sur toutes les questions. Donc, je pense qu'on a répondu très brièvement, petite pause, on a répondu à la question de Stéphane de Cherry Pick. Je crois que c'est bon, ça, sur le timing, est-ce qu'on discute et comment gérer son temps. On reviendra sur les questions de Stéphane et Lucas sur les LP, sur les compétences des VC, les secteurs, etc. Donc, pour rester sur ta question qui est très importante des bridges, donc règle de base, un bridge, il a une valo de conversion avec un discount, donc il a une valo de conversion à la fin du bridge si on n'a pas réussi à convertir, qui est souvent pas agréable. Elle peut être mieux que le dernier tour ou pas, mais c'est toujours un sujet très douloureux pour les entrepreneurs parce qu'ils disent mais je vaux beaucoup plus que ça, sauf que là on est en train de parler d'un cas où on vous a donné un bridge et au bout du bridge on n'a ni converti, ni rien fait, ni vendu, donc vous pouvez nous rembourser ou alors il faut convertir. Et là, ça fait 2 ans, on n'est pas le Crédit Populaire, on est des acteurs du venture, donc on est obligé d'essayer de valoriser nos sociétés à ce qu'elles valent. Et un bridge qui n'a pas permis de convertir ou d'évoluer, soit il se rembourse, soit il signifie que la société est dans une situation plus difficile après qu'avant. C'est comme ça. Mais donc tout ça pour dire, un bridge, en fait, c'est une façon aménagée quand même de faire de l'equity pour nous. Donc nous sommes des acteurs d'equity. Quand on fait des bridges, ils sont pour créer une temporalité qui nous permet d'évaluer mieux la situation de la société pour voir si elle peut lever ou si elle a intérêt à rembourser ou convertir. Donc un bridge est un instrument financier, il faut se le rappeler, qui a pour vocation quand même à la fin de se convertir pour continuer la croissance dynamique de la société, ou alors pour rémunérer l'effort fait par les VC. Ce sont les deux seuls outils. Le safe, alors je vais prendre une posture bien polémique. Je vous incite à discuter avec tous vos petits camarades entrepreneurs qui ont pris des safes. Je ne connais pas de conversion de safe qui n'a pas été casse-tête.
Le safe, ça consiste à dire, je te file des sous, il n'y a pas de problème, on va s'arranger. Mais on met quand même un cap, on met quand même un plancher. Et donc, en gros, le safe est une super affaire pour qui fournit un safe. Parce que je vous fournis un safe, on discute de rien, il n'y a pas de problème, mais j'ai un cap qui est souvent assez punitif. Moi, je suis en train de faire un financement, là, je vous l'ai dit, j'ai signé une term sheet. Il y a un safe, et le truc qui est difficile, c'est de voir l'effet dilutif du safe au moment où moi j'arrive, je fais une valo, et où le safe dit, ah ben moi j'étais capé à temps et je vais pas bouger. Du coup, l'entrepreneur revient me voir en me disant, est-ce que tu peux faire un effort sur la valo ou sur le montant pour moins me diluer, et moi, je n'y peux rien. C'est pas moi qui dilue la société. C'est l'effet dilutif du safe qui est vachement avantageux, quoi. Donc, moi, mon conseil, c'est que en ces temps-là, bah oui, l'equity, c'est pas agréable, parce qu'on va en parler plus tard. Donc, les bridges, si vous avez déjà des actionnaires, sont des bons instruments parce qu'ils permettent quand même de discuter factuellement et pragmatiquement des différents cas de figure potentiels. Mais le safe est un instrument dangereux en phase seed. Donc là, je réponds aussi à la question de Philippe. Hein. Le safe, moi, je pense que quand on parle pour du financement et qu'à partir du moment où le safe, il a une valo, un cap, un plancher, en fait, c'est de l'equity. C'est de l'equity avec une valo. Et en fait, vous êtes déjà en train de définir vos conditions d'equity. Donc vous avez intérêt à la mesurer bien parce qu'elle définit déjà une dilution, l'effet un peu pervers du safe. Et je suis content que les jeunes auditeurs soient là aussi pour le savoir. Fais gaffe avec le safe. Là, quelques questions à Je vois, elle a le papier et tout. L'effet pervers du safe, c'est Victoire ou Apolline? victoire. Salut Victoire, bienvenue. Donc méfie-toi des safes quand même. Si ton père te propose un safe, tu réfléchis, tu m'appelles. Quelques conditions. Mais donc le safe, c'est un bel outil. Là, en ce moment, ça va être un outil qui va être très populaire auprès des entrepreneurs parce que les valos vont pas être très sympathiques. Et donc le safe, ça reviendra à reporter le débat, mais le safe, il aura quand même une valuation cap qui viendra vous taper au moment où des acteurs comme moi viendront pour dire, bah moi, ma valo, elle est à temps. Ouais. Vous me demanderez à moi de faire un effort pour couvrir des gens qui vous ont déjà tapé. Donc moi, je recommande l'equity. Ça tombe bien. Tu penses du French Tech Bridge aussi, de la BPI, on ne connaît pas encore toutes les conditions, mais on sait qu'il y a une réserve de 80 à 100 millions d'euros qui va être déployée en co-investissement de BPI sous des formes d'obligations convertibles. C'est les premiers éléments qu'on voit. Cédrico a dit que par principe, elle ne serait pas convertie, mais là, les promesses n'engagent que ceux qui les donnent. Hein. S'ils ont des obligations convertibles, et qu'ils souhaitent les convertir, qu'est-ce que ça ferait d'avoir la BPI en investisseur? Vous allez favoriser potentiellement des collaborations avec la BPI pour faire des bridges plus importants en logique 1 pour 1. C'est quoi ton avis dessus? Alors, c'est la première fois que je suis pas d'accord avec toi. Hein. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, pas ceux qui les donnent. Justement, c'est bien le problème. Et c'est un de mes dictons favoris depuis des millénaires, parce que je me suis déjà fait empaffer. Ouais. Alors, le French Tech Bridge n'est pas un empaffage, c'est un super outil. C'est un bel outil qui consiste à dire, vous avez tous besoin d'argent, les VC, ça va tirer sur leurs réserves, et justement, on veut que les VC puissent faire un peu plus. Donc, ça revient à ma logique de trancher ou de mettre un peu moins par société pour pouvoir en couvrir plus. Et le French Tech Bridge, je l'ai regardé, s'ils arrivent à l'exécuter, parce que là, le volume de demande est déjà complètement fou, c'est un très beau produit. C'est un beau produit parce qu'il n'est pas sympa, hein, c'est un prêt, donc il a des conditions de rémunération. Le bridge n'est pas un instrument sympa. Souvent, les entrepreneurs pensent que le bridge, c'est sympa parce que nous, on finance en avance de face, on aura un discount et on va gagner un peu de temps. Non, le bridge, c'est un instrument financier pour ceux qui le fournissent. C'est de l'argent qui est mis au travail et nous ne sommes pas des acteurs bancaires. On ne vit pas d'un TAEG de 5,7%. On est là, ce qu'on voit en OLP, c'est des multiples. Donc, quand on fait un bridge, on fait un compromis, nous. Mais pour l'entrepreneur, il faut que l'entrepreneur comprenne que c'est quand même un outil qui doit être rémunéré, ne serait-ce que parce que les acteurs qui le font, en l'occurrence la BPI, sont là pour pouvoir le refaire ensuite. Hein. Moi, la BPI, je trouve que compte tenu de l'importance de son action dans l'écosystème, en général et dans les moments de crise, elle a sauvé l'économie en 2008, elle a réanimé l'amorçage et l'early stage en 2012. Elle fait d'autres choses qui peuvent être débattables, mais moi je pense que c'est un acteur qui mérite d'être rémunéré pour ce qu'il fait, pour pouvoir le refaire. Donc les French Tech Bridge, stratégiquement, nous permettent de générer plus d'effets de levier au même effort
et sont des outils qui montrent bien que la BPI ne souhaite pas en profiter pour être dans toutes les sociétés et convertir, parce qu'ils ont dit clairement que leur but n'était pas de convertir. Soit on rembourse et c'est un prêt, et en vrai, des conditions de prêt de ce type par rapport à de la venture debt ou des prêts bancaires dans des situations tendues sont des bonnes conditions. Et alors, il y a une seule question, c'est nous, si on fait un bridge, je sais pas moi, à 5% et que le French Tech Bridge, lui, est à 7%, comment on réconcilie? Ça, c'est des questions qui sont en cours d'investigation, mais c'est un bel outil. C'est un bel outil. Enfin, franchement, hein, le prêt garanti d'État, il est pris par nos sociétés, il prend bien. Et le French Tech Bridge, ce sont des outils que j'ai trouvé, être capable d'ordonnancer des outils comme ça en 1 semaine et demie, moi, je trouve que c'est Quelque chose d'impressionnant. D'ailleurs, je vais remettre un petit article dans le chat qui résume toutes les solutions de financement crise, parce qu'on parle beaucoup de PGE, prêt à tout, French Tech Bridge, etc. C'est souvent un petit peu flou, donc on a essayé de faire un mapping un peu plus clair. On finalise, puisqu'après on a pas mal des questions sur d'autres sujets hyper intéressants. On finalise le rôle d'investisseur sur le BSAR. Il y a une question de Philippe, d'ailleurs, Philippe qui est un fidèle auditeur, comme Léonie, comme plusieurs personnes qui nous écoutent. Il parle, voilà, c'est pas de l'equity, mais une promesse d'equity avec discount. Que penses-tu du BSAR dans cette phase de seed potentielle? Là, sur le BSAR, j'ai été assez long et assez clair. Hein. Je suis pas le premier des fans. Je pense que après, l'argent est de l'argent. Vous prenez ce que vous pouvez prendre dans les conditions où vous pouvez les prendre. Et dans certains cas, le BSAR évitera de parler de sujets qui fâchent, comme les valos. Donc, je pense que c'est un outil. À la fin, c'est une question de confiance avec vos investisseurs et de confort. Maintenant, je pense qu'un BSAR, il donne une valo, il donne un montant. Ils s'embêtent pas juste sur les conditions de pacte qui peuvent être légères, hein, libre à vos investisseurs de dire moi je veux ça et ça dans un pacte, c'est oui, c'est non. Donc en vrai, moi je pense qu'en ce moment le BSR va être pratique, mais quand on se réveillera dans quelques mois, si le marché reprend très bien à fin 2020, c'est une possibilité, hein, elle est probable en termes de probabilité, pas très probable, mais elle est là. Là, on se réveille avec des effets dilutifs. Je vous dis, hein, moi, l'entrepreneur avec lequel je travaille aujourd'hui, je me permets de le citer, je lui demanderai l'autorisation a posteriori, mais il m'a dit, moi, à l'avenir, les entrepreneurs qui viennent me voir, je leur déconseille le safe, parce que c'est vrai qu'il y a eu un travail de grattage de tête. Moi, en l'occurrence, je respecte les engagements pris avec les acteurs précédents parce qu'ils ont aidé. En revanche, je sais qu'il y a des vicis, et moi, dans l'équipe, on y a réfléchi, qui disent très bien, si le safe est trop violent, il faut renégocier le safe. Il faut aller voir les gens qui ont agréé le safe et leur dire écoute, là, tes conditions, elles sont sympas, les miennes, du coup, en comparaison, sont pas sympas. Est-ce que tu peux faire un effort pour qu'on dilue pas trop les entrepreneurs? Et là, c'est là que vous découvrez que les gens qui ont fourni un safe, ces acteurs financiers aussi, vont vous dire non, quoi. Et voilà. Mais donc en synthèse, nous c'est pas comme ça qu'on procède. Hein. On va être collaboratif parce qu'on considère que les cap tables sont dans la durée. Et du coup, donc voilà. Donc en synthèse, en ce moment, l'argent c'est de l'argent. Comme je vous le dis, la règle number one pour tous les gens qui nous écoutent, c'est prenez autant d'argent que vous pouvez en ce moment et faites-le durer aussi longtemps. Il faut vous préparer au pire, qui est un monde où en 2020 on essaie de redémarrer, mais c'est dur. Le virus recommence cet été. Et du coup, en 2021, il y aura des financements, mais avec moins d'acteurs et les tours seront durs. C'est ça qui puisse arriver. Et je pense que c'est une crise qui prendra du temps, quoi qu'il arrive, à digérer, puisque en termes d'effet sur les emplois et l'économie réelle, elle a été, en l'espace d'un mois, beaucoup plus violente et massive aux États-Unis et en France. En France, on vient de passer à -6. Hein. Aux États-Unis, ils ont eu 10 millions de chômeurs en 2 semaines, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire depuis 1929. Il ne faut pas croire qu'à des effets violents comme ça, il n'y a pas des réactions violentes. Il y aura des répliques sismiques et quand tu dis prepare for the worst, il faut cette situation-là. Juste si on peut faire un petit focus avant de parler des secteurs, parce qu'il y a plusieurs questions sur les secteurs. On a beaucoup parlé de ton rôle d'investisseur et votre rôle chez Iris. Votre rôle d'operating dans cette période où il y a pas mal d'entrepreneurs qui potentiellement doivent réfléchir à leur stratégie commerciale, comment garder leurs clients dans cette période, comment refaire toutes leurs hypothèses, voire même parfois de repenser leurs produits ou leurs services. C'est quoi votre rôle d'investisseur et donc, du coup d'associé plutôt, la casquette d'associé, membre du board, comment vous la prenez en main pendant cette période chez Iris?
Alors, et ça répond en ça à la question de Hugues de Belleville. Bon, première chose, le VC as a service, le VC as a plateforme, le VC opérateur d'autres services pour les sociétés est un modèle jeune qui est apparu avec Andreessen Horowitz en 2012-2013. Il n'a pas encore fait ses preuves ou non, Andreessen Horowitz d'Echir, parce qu'ils ont investi dans Airbnb, même si là c'est un peu plus compliqué, dans Dropbox, dans Uber. C'est juste des bons investisseurs, c'est Andreessen et Horowitz, quoi. Les mecs sont stylés. La plateforme d'accompagnement, c'est un beau modèle, mais tu vois, Victoire est avec nous aujourd'hui. Moi, l'exemple que je prends toujours, c'est que Victoire, si tu l'as pas mise à la crèche, comment est-ce qu'elle attrape des microbes pour se protéger? Elle va se mettre des Victoire, tu vas reprendre le vélo bientôt. Tu vas demander à avoir 3 roues au début, mais il y a un moment où ton papa il va retirer les 2 autres roues derrière pour te laisser faire ton vélo. Tu vas te gaufrer de temps en temps, tu vas être très énervé, mais c'est pour ton bien. L'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Notre métier est d'investir dans des sociétés qui sont résilientes et qui sont faites pour émerger de l'écosystème. Je ne crois pas pardon, désolé, il faut que je coupe mon téléphone. Je ne crois pas des sociétés vont mieux réussir parce que je vais faire leur marketing, parce que je vais recruter pour elles tous les jours en déléguant une DRH, même si je pense que ce modèle doit exister et il est utile pour un certain type de société. Chez Iris, ça n'est pas notre croyance. Nous investissons dans des sociétés de Fred Potter, Netatmo. Fred, il a besoin de personne et si vous lui donnez des conseils, il vous base. Il a fait Netatmo, il a fait Sirpac, il a fait WeThings, il sait ce qu'il fait. C'est chez Shift. Je me suis beaucoup impliqué avec les entrepreneurs au début parce qu'ils avaient 26 ans, j'en avais 36 et j'avais déjà vendu. Mais en vrai, ils sont meilleurs vendeurs que moi. Une fois qu'ils m'ont vu le faire une fois, ils m'ont dit t'es gentil, mais un bon de commande, c'est bien ça. Ils m'ont montré le montant, ils m'ont montré qu'ils étaient meilleurs que moi. J'étais assez d'accord, j'ai pensé que j'avais fait un bon investissement. Suivant. Donc première chose, le VC as a plateforme, le VC opérationnel. C'est une vue de l'esprit qui, je pense, dans l'avenir, peut être utile pour un certain type d'entrepreneur, mais de toute façon est une vue à durée limitée. La société est faite pour grandir, être un objet autonome et vivre par elle-même. Dans la situation dans laquelle on est, je ne pense pas que vous ayez besoin, vous, en tant que société, de plus de compétences opérationnelles. Vous avez besoin d'expérience. Moi, j'ai fait 2001, je suis arrivé sur le marché du travail en 99-2000. Je me suis fait bâcher comme tout le monde. J'ai vu ce que c'était que de prendre des vessies pour des lanternes. J'ai vu qu'il fallait être conservateur avec le cash, que rien n'était jamais acquis et que quand on signait les contrats, il fallait signer tout de suite. C'est ce que j'ai appris de 2000-2001. J'ai vu 2008, j'ai vu un monde où tout d'un coup il n'y avait plus de cash sur le marché, j'ai vu mon compte en banque, j'ai appris qu'il fallait préserver le cash, et j'ai appris comment on le faisait, j'ai appris à signer avec des gens qui tout d'un coup avaient des vraies contraintes commerciales et financières et avec qui il fallait trouver quand même un accord. Donc il fallait se couper un doigt plutôt que de se couper le bras et ça nous a permis de vivre 5 à 10 ans et de réussir dans mes fonctions précédentes. Donc, pour répondre à Hugues, je pense que les VC qui fournissent des rôles opérationnels sont des bons VC ou des mauvais VC. Je n'en sais rien. Je pense par défaut que ce sont des bons VC. Ils sont des bons VC parce qu'ils investissent dans des bonnes boîtes, qu'ils les auront choisis parce que la proposition est attrayante, parce qu'ils vont l'utiliser dans un temps limité. Une société va vivre, survivre ou mourir par la grâce de son management, de sa capacité à s'adapter à son écosystème, à développer des immunités naturelles et des expériences qui font d'elle une société autonome. On est dans une période où vous allez prendre plein d'anticorps dans la figure, au sens propre avec le Covid, comme au sens figuré face aux difficultés que vous allez rencontrer. Ce dont vous avez besoin, c'est pas qu'on fasse le métier à votre place en vous déléguant un VC opérationnel. Ce dont vous avez besoin, c'est d'expériences de gens qui l'ont fait, de gens qui vous mettent en relation avec des gens qui l'ont fait. Tu parlais de Bertrand Diard, il a vécu ça. Je pense à Fred Potter, je pense à tous les entrepreneurs qui l'ont déjà vécu et qui sont en train de le revivre, Jérôme Lecas, Scaliti, ou nous, qui l'avons vécu dans différentes circonstances. Là aussi, je donne l'impression d'être très marqué. Pas du tout, hein. Je pense que des VC qui ont des compétences. Par exemple, chez Serena, il y a Amélie Force, qui est une femme exceptionnelle, qui a vécu ces situations en tant que CEO et CEO d'une boîte. Pouvoir discuter avec Amélie, c'était génial. Chez Iris, vous discutez avec nous, on l'a fait et ça marche pas mal. Donc voilà la réponse. Est-ce que notre métier va changer du coup? Il était déjà en cours de changement. Moi, je pense que ce qui va changer dans notre métier, pour répondre à ta question, Adrien, c'est qu'on va avoir de plus en plus de plateformes de VC. Il y a 3 types de plateformes. Plateforme numéro 1, la plateforme VC as a Service. Donc, on vient d'en parler avec operating partner, marketing, commercial.
Petite parenthèse, nous écoute aujourd'hui Emmanuel que tu connais, que je tiens à remercier pour tout le travail qu'elle fait aujourd'hui pour nos sociétés. Donc Emmanuel, elle est en charge de la com d'Iris. Elle n'est pas vendue comme une operating partner où elle travaille à part-time pour les sociétés, mais en vrai, aujourd'hui, Emmanuel travaille pour des belles sociétés comme l'UMAPS ou Batch à accompagner leur communication de crise, parce que les sociétés scale. Et voilà comment on accompagne nos sociétés, mais c'est suite à une conversation de board. Donc, et elle me reproche d'avoir l'air lugubre parce que je me laisse pousser la barre. Donc c'est comme ça, désolé. Si on peut faire un petit focus sur les secteurs, du coup, est-ce que toi, en tant qu'investisseur, tu vois des secteurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu? C'est une question qui revient très souvent. Voilà, il y a plusieurs secteurs, la défense, les health tech, de manière générale, mais aussi toutes les solutions de remote pour favoriser le travail à distance, la gestion des communautés, le sport, les activités, l'entertainment, etc. Est-ce que vous avez déjà dégagé une thèse d'investissement que vous allez faire évoluer à court ou moyen terme chez Iris? Alors, je me permets juste de rebondir sur la question de Gauthier, qui réagit sur le point sur l'accompagnement. La différenciation d'un fonds de VC, c'est la qualité de nos investissements, les sociétés qui vont émerger de l'écosystème, notamment après des périodes de crise. D'une part, des bons investisseurs et d'autre part, des gens qui auront contribué par nos conseils, la façon dont on a accompagné la société, au succès des sociétés. Il y a pas d'autre différenciation. Il y a un marketing avant, pour clore ce sujet-là, parce que c'est une question importante. Il y a un marketing avant. Moi, je fais papa-maman pour vous, etc. Et encore une fois, je ne suis pas agressif ou négatif vis-à-vis de ce modèle. Il est utile à certains. Ce n'est pas notre croyance chez Iris, c'est tout. Peut-être qu'un jour, je reviendrai dans un webinaire où Adrien dira, tu te souviens quand tu as dit que, et on aura développé, outre Emmanuel, d'autres personnes pour accompagner ci et ça. Aujourd'hui, les recrutements dans mes sociétés, c'est moi qui les accompagne, c'est mon réseau qui me permet de trouver des talents ou des chasseurs de tête. Et on travaille avec Bessemer, Axel, General Catalyst. Ils fonctionnent pareil. Ils ont de temps en temps des entrepreneurs in residence. Nous, on a des entrepreneurs friendly, mais la différenciation d'un VC, c'est sa durée dans le temps. Ça veut dire qu'il a relevé des fonds, donc il a gagné du pognon, il a perfait. Et s'il a gagné des sous, c'est parce qu'il a investi dans des bonnes équipes, à qui il a su faciliter les 2-3 choses. Le succès des sociétés va venir de vous, Gauthier, Étienne, vous les entrepreneurs qui opérez. Je me permets de clore le sujet si ça répond bien aux questions. Et donc, je reviens à ta question maintenant, Adrien. Ta question porte sur les secteurs. Les secteurs sont... nous, on a toujours été généralistes. Le dicton chez Iris, c'est si tu commences à te concentrer sur un vertical qui est l'intelligence artificielle, déjà, problème numéro 1, tu peux donner un nom à ce vertical. Ah, c'est de l'intelligence artificielle, donc tout le monde en cherche. Et 2, en fait, tu es en train de louper tous les autres verticaux qui sont en train d'apparaître et de se générer. En réalité de l'histoire, on a toujours eu pour réflexe de chercher des environnements larges, d'élargir nos compétences. Donc, dans cette crise actuelle, effectivement, bizarrement, je me suis retrouvé dans 2 réunions d'investissement sur les 2 dernières semaines, associées à des dossiers liés à la télémédecine. Tiens, alors que nous, pour le moment, sur la medtech, track record d'Iris, et à chaque fois que je proposais un dossier type cardiologue, parce que j'aimais bien le cardiologue, qui ressemblait à Shift, mais sur l'ECG, on me disait, ouais, la medtech pas terrible. Alors là, en ce moment, nous, on trouve la medtech cool, bizarrement, mais on est complètement différent des autres, je tiens à le préciser. On pense par nous-mêmes. Mais en vrai, non, la télémédecine, on se dit que c'est intéressant pour l'avenir, que le secteur va se restructurer, mais ça va prendre du temps. Est-ce qu'on abandonne le voyage pour autant? Non, les gens vont continuer à voyager. Le secteur va être plus difficile parce que d'abord, économiquement, il est très impacté. Il va falloir le remettre en marche, mais le voyage, les gens vont continuer à voyager. Sans doute qu'il y aura moins d'acteurs qui vont être mieux positionnés. Il va falloir trouver un moyen de positionner ce nouveau marché du voyage de façon durable. Nous, on croyait déjà au marché de la virtualisation des outils. On a fait l'UMAPS en décembre, des outils de collaboration à distance dans les sociétés en mobilité, de virtualisation de la communication en entreprise. Ça marche très bien. On avait fait le pari avec Batch des alertes, qui était en fait une transformation d'AppGratis, qui est
qui est un travail exceptionnel que Simon a fait, faut le dire, parce que Gratis était quand même à un moment en grande difficulté. Il a su rebondir sur Batch, et aujourd'hui, les alertes que vous recevez de l'État sont fournies par Batch. Donc, tous les secteurs ont leur rôle à jouer. La détection de fraude à l'assurance est toujours aussi valide. Les outils de déploiement, d'outils de productivité en entreprise comme l'INAIEX fonctionnent. Je ne vois pas de secteur se déprécier ou s'améliorer. Dans l'alimentation, ce qu'on voit, c'est que le secteur de la livraison prend. Et qu'effectivement, le pari auquel nous on croyait, moi je rêvais de faire la ruche qui dit oui, que j'ai pas pu faire, mais c'est pas plus mal parce que ça a été compliqué pour d'autres raisons. Il va y avoir une réduction des circuits alimentaires, je pense. On le voit en ce moment avec un certain nombre d'offres qui atterrissent directement à ma porte de Rungis. On voit que les gens vont apprendre à un peu moins interagir socialement et à savoir déléguer un peu plus de leurs achats à des plateformes, à des outils. Donc, je pense que tout ce qui va avoir trait au e-commerce et à l'optimisation du e-commerce, parce que le e-commerce est aujourd'hui une dégradation des marges fortes, va apparaître. Les pharmacies, c'est un sujet difficile parce que le sujet de la téléconsultation va se faire à distance. Le sujet quand même de la validation des commandes va demander une expertise. C'est pas pour rien qu'il y ait des diplômes de pharmacie aujourd'hui. Donc il va y avoir toute une réflexion. Moi j'avais vu 1001 pharmacies. Je trouvais le modèle intéressant, mais c'était un modèle de marketplace. Donc les marketplaces, il faut payer le marketing. Si vos contribution margin n'émergent pas, en fait c'est un modèle qui vous épuise. Dans la livraison ou dans le e-commerce, il y a quand même le coût opérationnel de la livraison, du packaging et du renvoi, parce qu'aujourd'hui, les renvois dans beaucoup de vos e-commerçants sont gratuits. Donc, en fait, quand vous achetez un goods, il y a le coût d'acquérir la transaction, le coût de l'exécuter et puis le coût de l'opérer, qui est souvent beaucoup plus large qu'on ne le voit. Donc tous ces secteurs-là vont s'amender parce que je pense que beaucoup de forces de travail va se reconvertir dans la livraison. On le voit en ce moment dans les gens qui ont le courage de venir vous livrer dans des conditions qui sont un peu effrayantes. Donc je pense véritablement que oui, il va y avoir un certain nombre de secteurs qui vont émerger qu'on n'avait pas encore vu, comme la télémédecine qui va se structurer, qui va s'accélérer. Mais tous ces secteurs étaient déjà des sujets d'investissement auparavant. Ils vont juste opérer différemment. Il y a une autre question associée à ça qui est la question des valorisations. Je reviens à la question de Stéphane aussi. Ouais. Les valorisations, elles ne sont pas liées directement au secteur, elles sont liées au hype. C'est-à-dire que les valorisations, en vrai, sur du seed et de l'early stage, elles sont liées au nombre de term sheets que vous pouvez obtenir, à la volonté des acteurs de vous financer, au montant, et à la volonté des acteurs de se dire, mais dans 3 ans, c'est une licorne, donc de toute façon, je fais un multiple. Il va quand même y avoir 2 effets qui se coulent à cette situation actuelle. Le premier, c'est que il y aura peut-être moins d'acteurs de financement. Certains, je pense, vont avoir des difficultés à lever. D'autres auront déjà déployé tous leurs véhicules et vont garder beaucoup d'argent pour leur société. Nous, par exemple, on a 300 millions qu'on a déployés à moitié, donc au bout de 2 ans et demi, 3 ans, donc on a encore pas mal de marge de manœuvre. Mais en fonction de l'évolution de la crise, on en aura plus ou moins pour pouvoir garder de l'argent pour accompagner nos sociétés. Donc nous, on va continuer à investir pendant 1 ou 2 ans, mais en fonction de ce que va être le marché, on investira des plus gros montants, on en fera 10 ou 5, je ne peux pas vous dire. Pour le moment, business as usual. Il y aura peut-être moins d'acteurs et un peu moins de tension d'investissement, et puis d'un autre côté, les nécessités de refinancement seront plus évidentes. Il va y avoir un enjeu de se dire que sur certains secteurs, le M&A va prendre plus de temps. Donc, moi, je pense très sincèrement. Et à l'inverse, là, ces derniers temps, les gens étaient très positifs sur le marché, sur les exits, alors qu'il y en avait peu, et il y avait beaucoup d'argent. Donc, je pense en toute transparence que nous allons continuer à investir dans les mêmes secteurs qu'avant, sauf que nous aurons un prisme peut-être plus engagé dans la télémédecine, différent sur le voyage ou sur les déplacements, sur la mutualisation des biens. Je pense que ça va augmenter. Et les valorisations vont prendre sans doute la mesure de la réduction du capital disponible, des risques associés au temps de latence de la crise. Donc les valorisations vont baisser. C'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir tenir 2020 pour faire tenir son cash, mais qu'en 2021, dans le worst case scénario, si vous allez sur le marché ne sera pas très bien disant et pourra vous impacter. Si vous avez déjà levé, l'augmentation de valorisation sera plus difficile. Si vous n'avez pas levé, ça c'est plus relatif. Vous aurez des valorisations qui reviendront à des niveaux qu'on a connus par le passé. Et sur les valorisations, on peut aussi dire que c'est peut-être aussi un correctif par la crise qui est plutôt sain aussi pour l'écosystème, puisqu'on voyait
une espèce de valorisation exponentielle dans certains secteurs, voire même parfois des entrepreneurs qui levaient plus d'argent que ce dont ils avaient besoin par cet aspect de liquidité disponible et de valorisation. Donc, si on est optimiste, on peut dire que ça peut être aussi pour le meilleur, qu'il y ait une sorte de réajustement des valorisations. On va arriver au terme. J'ai juste une question à te poser parce qu'elle est posée encore, je crois que c'est la dernière qui n'est pas posée par Lucas et qui est très intéressante. C'est plutôt l'aspect global du modèle économique des fonds et d'Iris. Comment il va être impacté dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines années, par le taux de rendement potentiel que vous pourriez réaliser? Et quel est ton avis en plus sur les M&A, le secteur M&A qui va être aussi impacté par la crise? Tu parlais des répliques sismiques. C'est aussi une des répliques qu'on pourra avoir sur l'impact sur les reventes potentielles de boîtes. C'est quoi ta position sur ces sujets pour terminer? Alors, merci, il me reste que 3 minutes, donc je vais pouvoir éviter les sujets un petit peu polémiques. Non, je vais être très honnête, mais je vais être un peu plus rapide. Deuxième sujet, le M&A. Le M&A, il est à l'arrêt. C'est comme ça, dans des périodes comme ça. Alors, il est opportuniste, le M&A qui continue. J'ai ouï dire d'un M&A qui continue, qui est un M&A de gens qui viennent bénéficier de secteurs où on sait que les gens sont cuits. Donc là, il y a des gens qui viennent racheter pour zéro en disant au moins vous aurez un salaire ou au moins vous aurez une histoire à raconter. Donc le M&A qui a lieu en ce moment n'est pas très positif. Il est un peu ardu. Donc en tous les cas, ce que je sais, c'est que les avocats de M&A sont plus au calme en ce moment en confinement. Et nous, le M&A qu'on avait imaginé pour cette année, on se met un peu moins de pression. Pour revenir sur la question sur les LP, qui est une très bonne question. Donc les LP, 2 temps, 3 mouvements. Premier temps, en ce moment, ils disent rien parce qu'ils savent rien, ni sur eux l'impact sur leur situation de cash, qu'ils soient des fonds de fonds ou des corporates, ni sur ce qu'il faut faire ou pas faire sur le marché. Et ça m'embête de citer Benoît Grossman parce qu'il dit des trucs géniaux et des fois il dit des trucs en ce moment que je trouve un peu compliqués. Mais il a dit un truc très juste, c'est qu'en ce moment, il y a une règle de base pour bien comprendre le VC, il ne faut pas avoir l'air con. Ouais. Donc, tout investissement qu'on va faire maintenant, qu'on aurait pu faire à moitié prix dans un mois, ou qu'on aurait pu faire dans un an, ou tout investissement qui tangue dans les 3 semaines après qu'on l'ait fait, ça, c'est pas top vis-à-vis des LP. Donc les LP disent rien, ils regardent, ils nous disent quand même, ils attendent de nous qu'on soit très professionnels dans les choix qu'on fait dans l'accompagnement de nos sociétés. Ils espèrent de nous qu'on fasse pas des appels de fonds toutes les 3 minutes, parce que ça va leur faire peur. Ouais. Donc pour le moment, l'état d'esprit des LP est positif. Il est même parce que nous on a des LP fonds de fonds et des LP corporate, donc on a des pays FEI qui demandent comment ils peuvent aider, et on a des corporates comme Orange et Publicis qui doivent eux-mêmes gérer la crise en tant qu'entreprise, qui se montrent extrêmement supportives de nos sociétés, de nos actions en tant qu'équipe, qui nous demandent, qui nous disent que c'est bien et qui répondent présents au rendez-vous quand il y a rendez-vous, parce qu'ils voient qu'on fait des bridges. Pour le moment, pas d'appel à faire autre que ceux qu'on avait prévus, et ils sont là. Donc nous, tout va bien de ce point de vue-là. En revanche, pour répondre à la vraie question, qui est la question de Badis, parce que la question de Lucas était polie, la question de Badis est cash. En 2008, c'est ce qui s'est passé que les gens ont oublié. C'est-à-dire qu'en 2008, tout le monde disait tout va bien, je suis là. Et puis 6 à 9 mois plus tard, quand les liquidités ont disparu, les LP sont revenus et on dit c'est compliqué, moi j'ai plus d'argent, donc comment on fait? Et donc on peut se fâcher, sortir les règlements. En vrai, si vos LP ont plus d'argent, vous avez le choix entre vous fâcher et essayer de récupérer de l'argent qui n'existe pas, ou dire je comprends, et puis de toute façon le marché n'est plus le même. Et certains fonds se sont retrouvés en 2008 avec moins d'argent à investir qu'ils ne l'avaient prévu. C'est ça qui s'est passé en 2008. Donc, refuser de participer au capital call, question de Badis, c'est compliqué parce que ça crée tout de suite une dynamique négative, et aujourd'hui, je pense que tout le monde essaie d'aider tout le monde quand même. Je trouve que le marché a une dynamique très positive. Je n'ai pas vu de dynamique agressive. En revanche, est-ce que c'est le meilleur moment que ce moment de nature pour investir dans un nouveau fonds là tout de suite? Alors, si vous avez pris un engagement et que vous signez le bulletin, j'ai l'impression que les levées qui étaient en cours se passent bien. J'ai ouï dire de fonds qui étaient en cours de levée, enfin en cours de signature de bulletin, et les bulletins se signent. Je pense qu'Adrien sait desquels je parle. Si vous devez lever à horizon 6 à 9 mois, si vous entamiez une levée de fonds,
vous allez attendre de pouvoir redémarrer pour lever. Donc l'investissement dans les nouveaux fonds, oui, je pense que moi, je serai un LP, je me mettrai en hold, je regarderai comment mes fonds performent, et puis dans les 6 mois prochains, je regarderai l'économie et ce que je vais récupérer comme argent. Refuser de participer au capital call, c'est très violent, c'est un message de déficience qui se reporte sur toute la chaîne. C'est ce qui arrive quand on est dans une vraie crise de l'économie virtuelle. Ça arrive. Je pense que nous ne sommes pas là et pour que ça arrive, je pense qu'il faut que le déconfinement se passe mal et que tout le monde parle d'une courbe en U, il faut qu'on passe à une courbe en L. Ouais. Si on passe à une courbe en L, oui, d'autres choses vont se passer sur le marché. C'est arrivé, ça arrivera, c'est de l'économie. Il y aura sûrement l'impact de la bourse aussi sur les corporates qui fera qu'il y aura respect ou non des capital calls. Pour l'instant, je suis du même avis que toi. On n'a pas vu de libération de capitaux qui ne se font pas, mais après, c'est un petit peu encore tôt, mais ce sera quelque chose à suivre. Pour terminer, comment on peut contacter Iris? Je viens d'être dit, il y a Emmanuel aussi qui est là et merci à elle. Comment on peut vous contacter et rentrer en contact avec vous? C'est simple, vous avez mon adresse email. Elle vient d'être écrite sur le chat, elle est sur mon LinkedIn aussi, elle vient directement à mon email. À Olivier, Olivier, c'est intéressant. Donc ça veut dire que ça commence pour certains. Je suis pas surpris, mais je suis preneur de l'info par ailleurs, tant d'Adrien que de toi en off. Mais bon, ça va arriver. Hein, ce sont des situations de déficience. Faut être honnête, le marché est dur. Pour revenir à la question d'Adrien, parce que je dois vous quitter, justement, j'ai un comité de réinvestissement de Bridge. Donc, comment on nous contacte aujourd'hui en direct? Nous, chez Iris, on a toujours voulu, de la même façon qu'on n'a pas développé d'operating partner, à part Emmanuel qui se démultiplie de façon assez incroyable et qui finit toujours par me râler dessus après, mais il a raison. On investit en direct. Hein. Chez Iris, on a une équipe très flat. On prend d'ailleurs des stagiaires, analystes, mais sinon, quand vous travaillez avec nous. Et du coup, quand vous nous contactez nous. Je garantis pas que je répondrai tout de suite. Et ce que je garantis, c'est que ce sera un de mes analystes qui vous recontactera pour fixer un échange, mais dans les 2 à 3 prochaines semaines, que ça soit pour du mentoring, répondre à des questions ou entamer une levée, eh bien, on sera là. Le nom d'Iris vient, en fait, c'est décrit dans le site, quand ils ont créé Iris, Antoine et Pierre, en 2003, ils cherchaient un nom et c'est le nom de la déesse de la messagerie. Rose. Super, l'étymologie d'Iris, Julien David. Merci beaucoup pour ton temps et tous tes super insights. On peut retrouver ce webinaire ensuite en replay. Et merci pour tout. Et puis, bon courage à toi pour ce call après. Merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir pour un débrief tous les deux dans l'après-midi ou d'ici la fin de semaine pour discuter un peu de This and That. Ravi d'en savoir plus sur ceux qui sont intervenus et n'hésitez pas à me joindre, on répond. Bon courage à vous. Tough times, but opportunity times. Donc, super mot de la fin. Salut. Bonne journée à tout le monde et bon courage. Salut.